Merci de votre présence pour ceux qui ont bravé le froid, l'humidité. On est ravis de bosser avec vous. Merci à tous ceux qui nous font l'amitié de nous suivre en visio. Et grâce à Louise, on va pouvoir prendre leurs questions. Bon, c'est un thème sur lequel on a entendu beaucoup de bêtises, hein, de la part des journalistes, des confrères, des magistrats. Beaucoup de gens ont parlé de ce thème sans le connaître. Je souhaite la bienvenue aux étudiants de Paris 1 qui nous font le plaisir de venir participer à nos travaux. On en a déjà parlé ensemble dans le cadre du master de droit pénal, mais je voudrais revenir sur peut-être un élément. Avant d'entendre nos intervenants dont je vais vous entretenir dans un instant, et on a beaucoup de chance de vous avoir tous les deux, merci. Le, euh, c'est cette apparition d'une notion qui me paraît très périlleuse pour l'avenir, c'est celle de l'ordre public démocratique. Il y a un ordre public ou il n'y a pas d'ordre public. On n'a pas besoin d'un ordre public démocratique, écologique, gazier, vaporeux. C'est l'ordre public, c'est l'ordre public. Soit il y a un problème d'ordre public dans l'absence d'exécution provisoire d'une décision, soit il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin de le caractériser. Par contre, il y a un besoin de le motiver. Et ce qui est intéressant, comme d'une manière générale dans la langue française, dans l'usage de tous ces termes génériques, c'est que ça exonère la personne d'avoir à s'expliquer et ça relève beaucoup plus de l'incantation que de la motivation. Je pense qu'il y a là matière à une vraie réflexion de la part de tous les juristes. La deuxième chose, c'est cette notion très intéressante de la contestation de la décision du tribunal dans l'affaire Sarkozy. Alors, nous avions invité, hein, le CNB, tous les conseils qui souhaitaient venir, de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy, à venir s'exprimer dans le cadre du colloque. Ils n'ont pas eu le temps, mais on apprendra leur réflexion plus tard, notamment en appel. C'est la décision de dire que finalement cette magistrate n'était pas indépendante dans sa réflexion et on revient au biais cognitif de la table ronde précédente. C'est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que c'est une décision collégiale et donc on ne sait absolument pas ce que la présidente a voté. Peut-être qu'elle a voté pour l'Arlax et que ce sont ses deux assesseurs qui n'ont pas voté pour. Donc on présuppose qu'elle était favorable à déclarer le président Sarkozy coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. La deuxième chose, c'est que ça contrevient à une stratégie de défense. Nicolas Sarkozy, comme Marine Le Pen d'ailleurs, sont deux vrais avocats de souche. Ils ont forcément réfléchi en amont avec leurs conseils à l'opportunité de soulever ou non une requête en suspicion légitime, en bonne administration de la justice. Le panel est large, ou simplement à intervenir auprès de la juridiction. Ils n'ont pas fait ce choix. C'est un choix auquel tous les avocats ont été confrontés à un moment donné. On a peur d'indisposer la juridiction, on ne le fait pas, ou on ne le fait pas parce qu'on estime que le motif n'est pas suffisant. Ce qui est étonnant, c'est de le soulever postérieurement. Et postérieurement, c'est d'autant plus étonnant que des magistrats se sont exaspérés en disant qu'on remettait en cause la crédibilité d'une décision de justice. Bon, c'était faux juridiquement en termes de matière pénale, hein. Il n'y avait pas matière à poursuite pour avoir jeté le discrédit sur la décision, sinon plus personne ne commenterait quoi que ce soit. Par contre, ce qui était intéressant dans la révolte des magistrats contre cette question qui intervenait dans un mauvais temps, qui n'avait pas en elle-même matière à être critiquée, c'est la décision qui remet en liberté le président Sarkozy. Et alors que la magistrature se fend de moult communiqués pour dire que les magistrats sont indépendants, que lit-on dans la décision de mise en liberté? Un passage qui va à nouveau jeter le discrédit sur la personnalisation par la magistrature de l'examen de certains dossiers, c'est le contrôle judiciaire qui interdit de rentrer en contact avec le garde des Sceaux et son cabinet. C'est-à-dire que les magistrats s'évertuent à vous dire que rien n'est vexatoire, rien n'est personnel,
Et parce que la visite de Gérald Darmanin à Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé a été mal vécue par eux, ils s'autorisent un coup de pied de l'âne dans une décision de justice. Et du coup, on relie la décision initiale qui a prononcé l'exécution provisoire avec un œil suspicieux, alors qu'il n'y avait pas matière à suspicion initialement, en tout cas dans la motivation de la décision. C'est vous dire à quel point l'exécution provisoire pose problème dans la société française sur la base de réflexion qui relève plus de la psychologie collective que de l'analyse juridique. Mais en réalité, le monde juridique lui-même n'est pas étranger au fait de réagir affectivement à ces questions. Le troisième point, comme nous sommes largement entre confrères, je ne peux pas commencer des travaux au CNB sans rendre hommage à un très grand pénaliste qui nous a quittés, Grégoire Lafarge, à une très grande consoeur qui a beaucoup œuvré pour la dignité, Marie-Gabrielle Campana-Doublet, et à un compagnon de route du barreau qui a toujours associé le barreau à ses initiatives politiques, Xavier Emmanueli. Voilà, ils ont fait honneur à la robe que nous portons, qu'ils en fussent les amis ou les serviteurs, et nous ne pouvions commencer sans leur rendre hommage. Et puisqu'on parle de confraternité et de confraternité élargie, j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Obadia, éminente pénaliste qui n'a pas été de loin de ces dossiers politiques, de la question de l'exécution provisoire, et par conséquent a une expérience tout à fait remarquable en la matière, et le professeur Didier Rebut, grand ami du barreau et éminent pénaliste s'il en est, et vos lumières à tous les deux nous seront bien utiles pour traiter de ce sujet, et notamment, monsieur le professeur, puisqu'une décision a été rendue ce matin par le Conseil constitutionnel, avant de lire ce que l'excellent Vincent Nioré nous en dira de bien dans, dans les messages qui ne manqueront pas d'intervenir bientôt, on va vous écouter avec intérêt. Merci, merci maître, merci cher Carbon. Euh, Merci aussi pour ces mots et puis ce qualificatif de grand ami du barreau que je revendique, que je suis prêt à, évidemment, que je porte et affiche sans aucune difficulté. Euh, je veux aussi donc, encore une fois dans les remerciements qui vont être les miens, eh bien, remercier le CNB, Mathieu Boissavi, hein, donc pour cette organisation, pour m'avoir convié, remercier l'Association française de droit pénal, son président, le professeur et doyen Jean-Baptiste Perrier, puis également sa secrétaire générale très active, très présente, Pauline Lemonnier-Gouville, dont je salue la présence, et puis tous les membres qui sont là et à distance, en présence, avocats, euh, universitaires, étudiants donc de Paris 1, j'ai bien cru comprendre. Il y a aussi, je crois, une étudiante de Paris 2, hein, donc qui suit nos cours. Bon, elle en est les seules, mais enfin bon, c'est ah, vous êtes donc d'accord, j'avais pas. Donc, non, non, et puis d'autres, et évidemment, parce que le CNB ici et l'Association française de droit pénal ne sont pas attachés qu'à une seule université. Hein, ce sont des associations, des représentations nationales, et il est toujours bon de pouvoir s'exprimer devant le plus grand panel possible. Alors, qui est peut-être en présentiel un petit peu réduit, mais en distanciel visiblement assez important, assez important. Alors, vous m'avez sollicité pour parler de l'exécution provisoire, qui est un sujet d'actualité, particulièrement d'actualité en plus en ce jour, mais aussi d'actualité compte tenu de la période. Alors, j'avoue moi que en tant qu'universitaire, spécialiste de droit pénal, mais disons que la question de l'exécution provisoire n'était pas celle qui m'avait le plus préoccupé et que j'avais le plus examiné dans mes années de carrière qui sont déjà maintenant assez nombreuses. Et que, comme un certain nombre d'universitaires, pas tous, mais je pense que même, quand même comme une grande majorité de pénalistes, c'est une question que nous délaissions très largement. Je pense que chez un grand nombre d'avocats peut-être aussi, même pour, je pense que pour les pénalistes, c'est quelque chose qui se pose quand même à eux d'une façon beaucoup plus prégnante, mais peut-être qu'ils étaient un peu les seuls avec les magistrats de tribunaux et de cours d'assises à être confrontés, enfin en cours d'assises surtout de tribunaux, à être confrontés à ces questions et que la société était assez ignorante, société civile, l'université délaissait ça, comme souvent d'ailleurs elle délaisse un peu les peines pour se consacrer à des choses plus nobles, notamment en matière pénale, qui sont le principe de la légalité, le principe de la rétroactivité, les questions d'application de la loi pénale dans l'espace, voilà, les causes d'irresponsabilité, tout ce qui est noble pour l'universitaire, beaucoup plus que la cuisine de l'exécution de la peine. Eh bien, je m'y suis intéressé, eh bien,
vous n'avez pas peur de le dire, hein, c'est-à-dire dans le contexte des affaires récentes où mon expertise a été sollicitée par des clubs de réflexion, je pense notamment au club des juristes, qui est club dont je suis membre et depuis sa fondation, ça aussi, ça fait déjà un certain nombre d'années, et le club des juristes et puis d'autres, des médias qui m'ont interrogé, plus ayant la double casquette de professeur à l'université, de directeur de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris, je ne pouvais pas ne pas faire celui qui ne connaissait pas la question. Donc je m'y suis plongé, comme un certain nombre de personnes, et puis pour répondre à ces attentes, à ces questions qui nous étaient posées dans ce contexte, double contexte donc de l'affaire concernant Marine Le Pen, la condamnation de Marine Le Pen avec son exécution provisoire à une peine d'inéligibilité, et de Nicolas Sarkozy avec le mandat de dépôt à effet différé, et le mandat de dépôt à effet différé, et puis l'exécution provisoire de ce même mandat de dépôt à effet différé. Bon, qu'est-ce que l'on a constaté, ce qu'on a pu découvrir? Je me souviens d'avoir échangé avec une éminente constitutionnaliste qui m'appelait, je ne citerai pas son nom, elle est à Paris d'ailleurs, donc qui m'avait appelé pour me dire explique-moi un peu comment fonctionne l'exécution provisoire, je dois en parler, je vais être interrogé, j'ai besoin un peu de tes lumières. Bon là à ce moment-là j'avais à peu près étudié la question. Elle me dit alors quels sont les critères? Mais je lui dis mais il n'y en a pas. Et il y avait dit les conditions. Je dis, ben non, on prévoit la prononcée de l'exécution provisoire, il n'y en a pas. Ah bon? Elle me dit, bah oui, bah c'est ce que j'ai découvert un peu avant toi, euh, mais il n'y en a pas. Parce qu'en fait, beaucoup de gens confondaient détention provisoire et exécution provisoire, pensant que les critères de prononcé de l'exécution de la détention provisoire, qui sont prévus par le Code de procédure pénale, en fait étaient les mêmes que ceux de l'exécution provisoire. Eh bien non, s'est aperçu que la loi ne prévoyait pas de critères. Non seulement elle ne prévoyait pas de critères, et ça j'y reviendrai par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, c'est qu'elle ne prévoyait pas d'obligation, même de motivation tout court. Voilà. Donc ce n'est pas que les juges pouvaient la prononcer d'une façon totalement arbitraire. Ils ont quand même peuvent être tenus, se sentir tenus par des principes de nécessité, de proportionnalité, mais c'était laissé à leur discrétion et à leur conscience des tâches qui sont les leurs et des missions qu'ils doivent remplir, des obligations qu'ils ont dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mais il n'y en avait pas. Et c'est ce qu'on a découvert. On a découvert que cette exécution provisoire ne posait pas donc était sans critères, sans conditions. Ce qu'on a découvert aussi à l'occasion alors ça on a déjà vu à l'occasion de l'affaire de Marine Le Pen. Ce qu'on a découvert aussi, c'est à l'occasion de l'affaire de Nicolas Sarkozy, c'est précisément cette espèce de chevauchement entre les critères, c'est-à-dire que si on avait voulu priver de liberté Monsieur Sarkozy avant sa condamnation, bon, on était dans la détention provisoire, avec les critères de détention provisoire. Une fois qu'il est condamné, là c'est l'exécution provisoire. On peut lui prononcer l'exécution provisoire avec le mandat de dépôt effet différé pour n'importe quel critère, pour n'importe quel, il n'y a pas d'exigence. Et puis s'il fait appel, comme la condamnation est anéantie, et qu'à ce moment-là, il se retrouve en prison, il change ipso facto de régime. C'est-à-dire qu'il rentre pour l'exécution provisoire, et au moment où il fait appel, il est en détention provisoire. Voilà, c'est au moment du dépôt. Au moment du dépôt. Ce qui est logique, puisque l'appel, en fait, nous ramène avant la condamnation. Et alors, la condamnation, elle, quand il est prononcé, alors on nous dit quid de la présomption d'innocence. C'est vrai que formellement, quand il est condamné, il n'est plus présumé innocent au moment de la condamnation. Ce qui va rétablir la présomption d'innocence, c'est l'appel. Voilà, c'est au moment de l'appel. C'est-à-dire qu'il y a un laps de temps entre le moment où la condamnation est prononcée et le moment où il fait appel, où il n'a plus de présomption d'innocence. Ce qu'on explique, c'est l'exécution provisoire, donc on n'a pas besoin d'avoir les critères de la détention provisoire. On va les retrouver, les critères, ou les trouver, plutôt les critères de la détention provisoire, lorsqu'il va faire appel, parce que là, il devient un détenu provisoire et il n'est plus un condamné. Il n'est plus un condamné, il devient un détenu provisoire. Donc, ce qui peut justifier d'ailleurs, ce qui peut justifier que les critères du prononcé de l'exécution provisoire ne soient pas les mêmes que ceux de la détention provisoire. Certains nous expliquent cela. Ils nous disent bah, c'est normal, puisque quand on le condamne, on peut prendre des critères qui ne sont pas ceux de la détention provisoire. Intellectuellement, c'est quand même problématique. C'est problématique parce que si c'est une exécution provisoire,
c'est bien qu'on pense qu'elle est appelée à ne pas durer. Si elle est appelée à pas durer, c'est qu'on pense que, bah, vraisemblablement, elle va devenir de la détention provisoire. Donc, on peut objecter à ceux qui formellement nous opposent l'appel. Au moment où il est condamné, c'est normal, il n'est pas présumé innocent. Et après, c'est l'appel. Tout ça, c'est logique. C'est de la logique purement formelle. Purement formelle. C'est pour ça que il y a dans ce domaine-là il y a si ce n'est pas une incohérence, enfin, il y a un désordre. Il y a un désordre. Il y aurait besoin de solutions de correction. Dans un cas comme celui de Nicolas Sarkozy, une des solutions de correction, ça serait alors où on aligne les critères de l'exécution provisoire sur ceux de la détention provisoire, nonobstant le fait que l'exécution provisoire porte sur une condamnation et il n'est pas, détenu provisoire parce que tout simplement c'est provisoire, et que ce qu'il emporte, c'est le provisoire sur la notion d'exécution, sur la notion de détention, ou alors certains préconisent aussi, l'un n'étant pas exclusif de l'autre, un appel sur l'exécution provisoire. Mais ça, c'est la situation, vous voyez, qu'on découvre, qui fait que la situation de cette exécution provisoire aujourd'hui a été insuffisamment pensée par le législateur, qu'il a faite par strate, en fait. Il a avancé par strate, c'est-à-dire que il a commencé dans un domaine, il a allongé dans un autre domaine, et il n'y a pas eu, c'est vrai, sur le plan de sans doute aussi l'université et la doctrine n'a pas joué son rôle d'aller solliciter, d'aller attaquer le législateur pour lui dire ça va pas. Ne serait-ce que l'absence de critères à l'exécution provisoire, que ce soit ceux de la détention provisoire ou que ce soit des critères différents, je dirais, constitutionnellement, c'est un problème. C'est un problème de ce qu'on appelle l'incompétence négative. Il incombe au législateur, quitte à ce qu'il ne reprenne pas les critères de la détention provisoire, il lui incombe d'en prévoir, de ne pas laisser ça à la discrétion du juge. Ce qui nous amène avec un juge qui, dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, motive, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, ce motive, avec une motivation qui a pu sembler à certains contestable, mais qui est permise puisqu'il n'y a pas d'exigence dans ce domaine. On pourrait même dire, les juges ont motivé, ils n'étaient pas obligés. Donc, c'est même un plus. Ils ont motivé alors qu'ils n'avaient pas d'obligation. Alors, on peut contester la motivation, mais la motivation existait. Donc, c'est ce qui fait que certainement le législateur va devoir se saisir de ça pour mettre de l'ordre, ou bien, d'ailleurs, je pense qu'il le fera. Alors, c'est dans un contexte politique, c'est dans un contexte particulier, parce que ce qui a révélé ces incohérences, ce sont des affaires politiques qui sont passionnelles et où il est très difficile d'avoir des débats sereins dans ce domaine. Parce que vous avez d'un côté des personnes qui sans doute sont emportées par une contestation qui est liée soit à leur proximité politique, proximité amicale, importante, et puis de l'autre c'est l'inverse. Et puis on a les mêmes positions. On a des gens qui dont l'opposition et la détestation qu'ils avaient contre l'ancien président de la République semblent parfois l'emporter sur une attitude raisonnée par rapport à cette même situation. Donc c'est compliqué d'avoir ce type de débat dans ce contexte avec des passions des deux côtés qui nuisent à une réflexion. À mon sens, cette réflexion, le législateur va devoir l'avoir. Il en a conscience, certainement il va faire attention parce que justement il y aura des débats, des contestations, des appels à, enfin des critiques sur que l'on veut rendre service à tel ou tel, etc. Mais il devra le faire. Il devra le faire. D'abord constitutionnellement, il sera obligé. On va voir d'ailleurs ce qu'il en est, je vais y venir très vite à la décision de ce matin, mais il va y être obligé, sans doute enfin, ne serait-ce que pour remettre de l'ordre là-dedans, que ce soit intelligible et surtout que ce soit conforme à des principes constitutionnels, parce que manifestement, il y a des manques, il y en a. Alors venons-en à la décision du Conseil constitutionnel, parce qu'on ne va pas être trop long. Cette décision qu'a rendue ce matin, bon, elle ne concerne pas le mandat de dépôt et fait différé. Attention, parce que les décisions du Conseil constitutionnel sont toujours fonction d'un texte précis. Après, on peut éventuellement les généraliser. Mais elle ne concerne pas le mandat de dépôt et fait différé, elle concerne l'exécution provisoire pour d'autres peines. Il n'empêche que, qu'est-ce qu'il en ressort de général? Alors, ce que je viens de vous dire, déjà, la première chose, c'est l'obligation de motivation. Obligation de motivation, le Conseil constitutionnel dit qu'une exécution provisoire, en l'occurrence, il s'agissait de deux peines alternatives, mais on pense que c'est valable, a priori c'est valable pour toutes les peines. Dès lors qu'une exécution provisoire est prononcée, eh bien cette exécution provisoire doit être motivée. Bon, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de critères. Alors, c'est une obligation de motivation, le Conseil constitutionnel ne nous dit pas quelle motivation.
pense que c'est pas à lui de dire ce qu'il en est, et que si le législateur veut fixer des critères à l'exécution provisoire, c'est lui qui devra prendre la plume et pour dire, eh ben, elle devra être justifiée par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. Ce que nous dit le Conseil constitutionnel quant à lui, c'est que lui, il veut une motivation. Je ne sais pas ce qu'il en est de la pratique générale. Euh, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine parce que c'est vrai qu'on nous parle d'énormément de peines qui font l'objet de détention, d'exécution provisoire. Est-ce que les tribunaux, dans des affaires, de tribunaux correctionnels, des affaires de droit commun qui vont très vite, est-ce qu'il y a de la motivation ou pas? Ça, je pense que les avocats sont beaucoup plus à même de répondre à cette question que moi. Ce qui est le cas, c'est que dans l'affaire de Marine Le Pen, comme dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, il y a eu une motivation. On peut critiquer cette motivation, certains d'ailleurs ne s'en sont pas privés, mais elle existe. De ce point de vue, ces condamnations, ces prononcés d'exécution provisoire répondent à l'exigence constitutionnelle. En revanche, et c'est ça le point que j'ai pointé, que je trouve très important, qui arrive à la fin de la décision du Conseil constitutionnel et qui me semble vraiment un apport, et ça, essentiel, et c'était un des éléments, tant sur les éléments de motivation, je ne veux pas me prononcer, etc., mais c'est un des éléments qui, moi, en tant que juriste universitaire de droit pénal, soucieux d'un certain nombre de principes et de libertés, m'avait posé problème dans ces affaires, notamment celle de Nicolas Sarkozy. Et là, le Conseil constitutionnel est très clair. Ce que dit le Conseil constitutionnel, je cite le paragraphe 18 de sa décision de ce matin, l'exécution provisoire des sanctions prononcées ne peut être ordonnée par le juge pénal qu'à la suite d'un débat contradictoire, au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation. Ça me semble essentiel. Essentiel, c'est-à-dire que si il doit y avoir prononcé d'une exécution provisoire, il faut au préalable un débat contradictoire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut, ce qui ne posera pas de problème, s'il y aura eu débat contradictoire, si le parquet a pris des réquisitions en ce sens. Je pense que si le parquet prend des réquisitions en ce sens, il incombe à la défense, et puis si elle ne le fait pas, tant pis pour elle, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais parce que la question aura été posée. Et c'est vrai que concernant Nicolas Sarkozy, ça, pour moi, c'était peut-être même presque le point le plus problématique, il n'y a eu prononcé d'une exécution provisoire sans aucun débat contradictoire. Pourquoi? Parce que le parquet ne l'a pas requis et le tribunal l'a prononcé. Et dans cette hypothèse-là, que nous dit le Conseil constitutionnel, ce n'est pas possible. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si une juridiction veut prononcer une exécution provisoire qui n'a pas été requise par le parquet, il lui appartiendra, il lui incombera, comme pour une requalification, de dire à la personne poursuivie, le tribunal n'exclut pas une exécution provisoire, nous allons en discuter. Et vous allez en discuter, amenez vos moyens de défense. Et que si il ne le fait pas, il ne pourra pas prononcer d'exécution provisoire. Il ne pourra pas, c'est inconstitutionnel. Et ça, c'est un apport, et moi, pour moi, c'est presque le principal apport, parce que la motivation, oui. Alors moi, j'ai vu les arrêts, donc les jugements dont je vous parle, je ne connais pas, mais les deux jugements qui ont retenu l'attention, il y a de la motivation là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, il y a eu prononcé sans débat contradictoire, ce qui est une véritable difficulté au niveau des droits de la défense. Parce que c'est quand même pas rien, hein, c'est pas qu'une modalité d'exécution de la peine particulière, c'est savoir si vous, en quelque sorte, excusez-moi l'expression familière, c'est savoir si vous allez aller au trou ou pas, quoi. Et ça engage quand même à l'issue de votre procès, votre procès, ça engage quand même beaucoup de choses. Donc on ne peut pas réduire cela à une simple modalité d'exécution de la peine qui ne donnerait pas lieu à un débat. Et ça, donc c'est vraiment pour moi l'apport principal de la décision de ce matin. Alors, terminons là-dessus. Ça ne remet pas en cause la condamnation de Nicolas Sarkozy pour deux raisons. L'exécution provisoire d'abord parce que, première raison, la décision de ce matin ne concerne pas l'affaire Sarkozy, elle ne concerne pas la peine l'exécution provisoire pour un mandat de dépôt et fait différé. Elle concerne l'exécution provisoire pour d'autres peines. Et puis, en plus, le Conseil constitutionnel a dit que sa décision ne valait que pour l'avenir. Voilà. Donc, il n'y a pas de remise en cause de sa décision, mais compte tenu de la propension que l'on connaît de l'ancien président de la République à faire valoir des arguments en sa faveur et à dénoncer le traitement dont il a pu être l'objet,
en élément de langage, il pourra tout à fait dire que, certes, il ne peut pas contester l'exécution provisoire dont il a été l'objet, mais qu'elle a été prononcée dans des conditions dont le Conseil constitutionnel nous dit elles sont susceptibles d'être inconstitutionnelles. En tout cas, à tel point qu'elles ne pourront plus jamais être, ça ne pourra plus jamais être le cas dans l'avenir. J'en ai terminé, je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Il y a, merci beaucoup. Et pardon aux étudiants de Paris 2 que j'ai pas salué tout à l'heure. Même à Paris 2, vous êtes les bienvenus, évidemment. En tout cas, tant que vous avez des membres de votre corps professoral présents, vous êtes les bienvenus. Euh, il y a quand même un sujet, monsieur le professeur. C'est-à-dire, quand le parquet requiert 7 ans contre le président Sarkozy, d'ailleurs, si on doit faire un parallèle avec Marine Le Pen, le sujet est le même. La puissance symbolique de l'exécution provisoire est évidemment pas la même que celle de l'incarcération pour une inéligibilité, mais c'est quand même la remise en cause du double degré de juridiction et surtout, dans le cas de l'éligibilité, la remise en cause de l'article 6 de la déclaration de 1789, qui est quand même dans le bloc de constitutionnalité. Donc, on a un sujet global. Mais revenons à l'exemple le plus symboliquement frappant, c'est-à-dire celui de l'incarcération, fut-elle différée. Euh, Quand le parquet, en l'espèce, requiert 7 ans, les magistrats vous objecteront que ça ne peut pas ne pas être assorti de l'exécution provisoire. Et par conséquent, ils vous diront que les avocats de la défense n'ont pas été pris en traître et que c'était, vous l'avez d'ailleurs dit à un moment donné de votre développement, et que c'était leur responsabilité à l'égard du justiciable qu'ils avaient la charge de défendre, de ne pas venir discuter âprement l'exécution provisoire de la peine. Mais le problème, quand vous soutenez une relaxe, il y a deux écoles. Vous ne plaidez pas le subsidiaire quand vous plaidez la relaxe, école à laquelle j'appartiens, ou vous vous autorisez à plaider des subsidiaires, auquel cas vous plaidez la peine. Et donc, tant que le juge n'aura pas l'obligation d'avoir un débat distinct sur l'exécution provisoire de la peine, vous n'aurez pas réglé la question de venir exposer vos moyens de défense, puisque ils sont par essence contradictoires avec tout ce que vous avez soutenu tout le long de vos explications. Alors, le bon point, c'est que comme ça frappe des politiques et que c'est typiquement le genre de question dont le politique ne s'empare qu'une fois qu'il est impliqué dans des dossiers, on a bon espoir qu'il s'en empare. Par contre, symboliquement pour eux, indépendamment du climat actuel de l'Assemblée nationale, symboliquement pour eux, ça va être compliqué parce que ça sera vécu par les Français comme une loi d'amnistie déguisée. Bon, donc ils hésiteront, mais ils y viendront. Donc, ce problème de la privation du double degré de juridiction, il est très faussé par cette double donnée, c'est-à-dire d'une part, attendez, la peine requise suppose de toute façon une exécution provisoire, donc ne venez pas dire que vous avez été pris par surprise. Et, et la deuxième difficulté, c'est celle de la cohérence de l'exposé de vos moyens. Et est-ce que, hormis ce sujet d'obliger l'instauration d'un débat distinct, est-ce que vous voyez d'autres voies qui seraient constitutionnelles et qui pourraient faire l'objet d'une réforme, s'il vous plaît? L'autre voie, ce serait un appel sur l'exécution provisoire, c'est-à-dire quelque chose une espèce de référé immédiat, dès lors qu'on a, surtout si on a un mandat de dépôt avec effet différé, ça laisse le temps. Hein. Ça laisse le temps d'enclencher une procédure d'appel sur cette exécution Comme en matière provisoire du mandat. commerciale. Exactement. Ouais. Ça, c'est l'autre voie. Après, oui, j'entends bien, j'entends bien. Et d'ailleurs, je fais pas partie de ceux qui pensent que l'exécution provisoire ne peut pas être prononcée à raison de la gravité des faits et de l'infraction. Ça peut être une raison de prononcer l'exécution provisoire. Quand vous avez une infraction très grave, on peut tout à fait, je dirais, ça. Après dire que le quantum nécessairement implique, sans le dire, l'exécution provisoire, c'est sans doute vrai dans la très grande majorité des cas. Prenons le cas de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas certain, malgré le fait que c'était une peine de 7 ans, qui était une peine grave qui était prononcée, qu'on pouvait
que cela induisait nécessairement, compte tenu de l'ancienneté des faits, compte tenu de ces garanties de représentation, compte tenu de l'absence ou de la très faible, enfin, la faiblesse de la récidive, on était dans un cas atypique. D'ailleurs, ça veut pas, voilà, c'est pas une excuse que je veux dire là, c'est la particularité du cas. C'est-à-dire que quand on nous a dit que 85% des affaires avec ce type de peine étaient en exécution provisoire, je crois qu'on ne peut pas non plus tout mélanger. C'est-à-dire qu'on a ici une affaire qui est particulièrement atypique à raison de l'ancienneté, à raison de la qualité de l'individu. Oui, c'est vrai, et c'est ça aussi l'individualisation. C'est à cette raison-là. Donc, moi, je ne suis pas certain que, je peux le comprendre, mais que l'idée que la gravité peut emporter la détention, la détention provisoire, mais je pense que ça va quand même mieux en le disant. Voilà, ça va quand même mieux en le disant. Et en tout cas, c'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Je reprends le 18, le paragraphe 18 ne peut être ordonné qu'à la suite d'un débat contradictoire. Bon, là, aujourd'hui, je pense que les juges, ils vont avoir ça sous les yeux. Puis je pense que les avocats leur diront, et ça veut dire quand même, moi, ce que j'en lis à contrario, c'est que sans débat contradictoire, on ne peut pas prononcer l'exécution provisoire. Oui, même si à mon avis, les magistrats vont rétorquer et ils n'auront pas tort que là, il y avait possibilité de débat contradictoire. C'est la défense qui s'en est dépouillée. Mais encore une fois, je vous dis pourquoi la défense s'en débrouille. Bon. Mais alors, moi, je voudrais avoir l'avis quand même d'un universitaire sur une question que je me pose et que je n'arrive pas à comprendre. Euh, Pourquoi cette question de l'exécution provisoire, nonobstant l'exercice d'une voie de recours, est admise en matière contraventionnelle? On vous retire votre permis de conduire, vous faites appel, votre permis de conduire est toujours retiré. Il est admis en matière criminelle, vous êtes condamné pour un homicide volontaire, vous faites appel, on ne se pose pas la question de savoir s'il y aura une exécution provisoire ou pas, vous êtes incarcéré. Comment se fait-il qu'il y ait cette exception délictuelle, monsieur le professeur? En fait, parce que le droit, comme tu disais précédemment, il a avancé en désordre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris les choses les unes à la suite des autres sans esprit de cohérence. Bon, sur le criminel, la gravité a semblé s'imposer. Sur le contraventionnel, il y a une espèce d'idée par rapport à ce type de peine de mesure de sûreté, hein. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'individu recouvre immédiatement son droit de conduire. Je crois que c'est lié, en fait, ça nous montre la façon aussi dont la spécificité, les délits sont perçus d'une façon un peu différente par rapport aux autres catégories. La peine n'est pas la même, en fait, dans l'esprit. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Dans la condamnation, la contravention, c'est la mesure de sûreté. La peine criminelle, c'est quand même très, 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 très particulier. Il y a cette gravité intrinsèque à la peine criminelle, indépendamment même du risque de récidive, parce qu'on peut très bien avoir une personne qui est plus du tout en état de récidiver, mais si vous la condamnez à 20 ans pour un meurtre, vous allez avoir du mal à accepter. Alors, ça peut arriver, mais qu'elle aille en appel en étant libre. Et que là, sur je dirais le délictuel, on est dans l'entre-deux avec quelque chose qui s'est fait un peu comme ça, qui s'est un peu bricolé, quoi. Faut dire les choses, si je veux employer ce terme. Mais c'est très clair, merci Didier. Alors, si vous permettez, je vous propose qu'on regroupe toutes les questions à la fin pour permettre à tous ceux qui nous suivent en visio le temps que leurs questions nous arrivent. Et par conséquent, si ça vous convient, nonobstant appel et sans caution, chère Sophie. Nonobstant appel, merci, merci de me recevoir cet après-midi. Parce que moi, c'est une question qui m'intéresse énormément, l'exécution provisoire. Après les réquisitions qui concernaient Marine Le Pen, j'ai rédigé une tribune dans la tribune du dimanche pour dire que le Rassemblement national allait découvrir que la justice française n'est pas laxiste. Mais je n'avais pas imaginé que la décision irait aussi loin. Parce qu'en fait, on ne découvre pas l'exécution provisoire avec Marine Le Pen, les assistants parlementaires, avec, en ce qui me concerne, le MoDem ou avec le président Sarkozy. On découvre l'exécution provisoire à l'occasion de deux affaires emblématiques, en tout cas médiatiques, l'affaire de Pierre Palmade et l'affaire de Nicolas Bedos. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont été condamnées, euh, l'un et l'autre, pour des faits graves, en tout cas l'un sûrement, l'autre c'est plus discutable, à exécuter
immédiatement. Pour Pierre Palmade, parce qu'il est malade, nous dit-on, et parce qu'il a besoin de soins. Donc l'idée de l'exécution provisoire, c'est qu'on ne peut pas le laisser conduire sous l'empire pardon de l'alcool ou des produits stupéfiants, et que donc il faut mettre tout de suite à exécution la peine, nonobstant l'appel. Ça, c'est une première, je dirais, entrée de l'exécution provisoire dans le débat médiatique, dans le débat populaire. Et c'est important le débat populaire, parce que c'est celui-ci qui nous guide vers les prochains débats, parce que je vais y venir un peu plus tard. Il se trouve que la peine, les peines pénales, l'exécution provisoire, ce sera le débat de 2027 pour la présidentielle. Ce qui paraît quand même assez incroyable, parce que ça sera une discussion normalement de spécialistes, et je crains que ça ne soit pas le cas. Deuxième affaire, c'est l'affaire de Nicolas Bedos. Il est placé sous bracelet électronique, il fait appel, mais il a déjà fini de purger 3 mois avant même qu'on audience son appel, et il dit, ben, je renonce. Je renonce à l'appel parce que j'ai déjà exécuté. Et là, on comprend toute la nature de l'exécution provisoire, tout le danger qu'elle suscite, à savoir qu'on annule le deuxième degré de juridiction, comme si la première décision était par nature la bonne. La bonne décision, c'est celle du juge en première instance. Et d'ailleurs, je fais un lien avec ce qui a été dit sur l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, notre confrère disait, eh bien, ce sera la première décision qui finalement sera répétée en appel et jusqu'à la fin. Vous voyez, on marque dans le marbre, on brûle au fer et on dit, voilà, vous êtes coupable et vous pouvez toujours faire appel, mais c'est trop tard, monsieur, on exécute. Donc, je veux que vous mesuriez, parce que moi, je viens d'un temps où l'on attendait tellement. Être pénaliste, c'était. Bon, on attend, quoi. On a les voies de recours, on attend l'appel, on attend la cassation. On était des lambinards, on attendait vraiment pas grand-chose, on faisait traîner, on jouait la montre. Vous voyez, je n'en porte plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération telle du processus qu'aujourd'hui, c'est non seulement tous coupables ou à peu près, et à les enfermer tous, ou en tout cas à exécuter la peine, parce que c'est ce que demande l'opinion publique, nous dit-on. Je ne sais pas. L'opinion publique n'a jamais été sondée sur cette question. Je ne sais pas. C'est dit, c'est redit, mais si on faisait un petit référendum sur la question de l'exécution des peines, je ne sais pas ce que dirait l'opinion publique. Est-ce qu'elle sait même que nous avons une batterie de peines exceptionnelles en France, presque autant que de fromage, puisqu'on en a 250 des peines à appliquer et applicables. Donc c'est dire qu'on a beaucoup de créativité, nous autres avocats. Et je vais y venir. Ce que je crois, c'est que comme l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'exécution provisoire, c'est la norme. En réalité, que vous alliez au tribunal correctionnel en matière de comparution immédiate, au tribunal correctionnel pour la plupart des affaires, aujourd'hui, la plupart des affaires se trouvent enfin, les plupart des décisions, pardon, se trouvent mises à exécution assez rapidement. En tout cas, on est prêt, si les chiffres sont exacts, parce que ceux de la chancellerie sont toujours extrêmement difficiles à lire, on est à près de 60% d'exécution immédiate après la condamnation. Donc nous y sommes, l'intelligence artificielle, nous y sommes, l'exécution quasi systématique, nous y arrivons, c'est un fait de politique pénale, nous y sommes, alors que ce que nous allons faire, nous autres avocats. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que je voudrais quand même un bref rappel, un tout bref rappel. En 1994, ça m'a intéressé de regarder. Les dispositions de 1994, c'était une liste limitative des peines complémentaires qui pouvaient faire l'objet d'une exécution provisoire. C'était la suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire, la confiscation des armes, l'interdiction d'émettre des chèques. Tout ça, c'était des peines complémentaires. Et on disait surtout que l'interdiction pour une durée de 5 ans ou plus d'une activité professionnelle, mais surtout d'un mandat électif, n'était pas possible. En fait, on ne pouvait pas avoir une exécution provisoire de ce fait, c'est-à-dire pour les élus. Et vous vous rendez compte que 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, tous les élus savent qu'ils sont exposés à des réquisitions d'exécution provisoire. Donc le chemin parcouru est incroyable, en tout cas pour moi qui ai du recul, c'est-à-dire que j'ai débuté en me disant on verra bien, et aujourd'hui je suis une marchande de résultats qui doit aller plaider la peine et arracher le résultat aujourd'hui, maintenant, pas demain. Pas demain. Et c'est à ça que je veux vous amener dans la réflexion qui est la nôtre cet après-midi. C'est-à-dire que je crois, c'est ce que disait Paul Lombard, et j'aimais beaucoup cette phrase, nous sommes des marchands de résultats. Nous sommes des marchands de résultats. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des rêveurs. Et le rêve aujourd'hui, on l'a assez dit ce matin, ça n'est plus tellement du côté de la défense romantique, du fond, si je puis dire, de la relaxe qu'on s'en va chercher. Non,
Le résultat, c'est la peine. C'est qu'est-ce qui va se passer immédiatement pour celui qu'on défend, d'autant plus que l'exécution provisoire devient la norme. Et là où je suis peut-être d'une autre école, mon cher Carbon, c'est que je me demande si quand la question du mandat de dépôt, de la peine avec exécution provisoire, quand elle est posée à la cour d'assises évidemment, mais en correctionnel de plus en plus souvent, chez le juge de la liberté et de la détention, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes critères, ce sont des critères là où il n'y en a pas pour l'exécution provisoire, mais enfin, c'est la même activité, c'est celle d'aller arracher la liberté. C'est celle d'aller arracher la liberté et de proposer au magistrat qu'il ne parte pas, lui ou elle, en détention, même avec un petit délai pour préparer son baluchon. Donc c'est ça en fait la question qui se pose et il me semble que c'est aujourd'hui l'activité qu'il va falloir privilégier pour les avocats pénalistes que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la relaxe. Mais là où je te dis que je ne suis peut-être pas de ton école, c'est que s'il le faut, il faut commencer par la peine. Même si on plaide la relaxe, je sais que ça paraît un peu iconoclaste. Mais si c'est ça l'enjeu maximal, eh bien, on commence par parler de la peine, on parlera du fond, on dira à la relaxe, et on reparlera subrepticement de la peine à la fin. Mais on l'aura dit au début, parce que, monsieur le professeur, je vous rejoins, on a l'impression que parler des peines, c'est moche. Parler des peines, ça fait marchand de tapis. Mais pourtant, c'est uniquement en réalité pour ça qu'on vient nous voir. Parce que la plupart des personnes qu'on défend sont de moins en moins des rêveurs. Ils lisent les journaux, ils entendent la télévision, ils savent que ça cogne, que les peines tombent, que oui, le système est assez répressif en France. J'ai débuté avec des affaires gravissimes où les peines prononcées étaient en dessous de 10 ans. Elles sont systématiquement à 2 chiffres aujourd'hui, pour les affaires graves évidemment, enfin même pour des affaires délictuelles. Qui aurait pensé que Nicolas Sarkozy, il y a 10 ans, qui pouvait imaginer qu'on irait sur des peines aussi lourdes, aussi graves? Alors, j'entends qu'il y a des marges d'appréciation, puisque je vous dis, moi, je suis intervenu dans le procès du Modem, et sans vouloir offenser l'avenir, les réquisitions contre François Bayrou, c'était inéligibilité avec sursis. Voyez-vous la différence avec inéligibilité pour 5 ans? C'est abyssal la différence. Je prends le risque de le dire, c'est incroyable la différence. Et la motivation, monsieur le professeur, puisque vous l'avez dit, tandis, comme on dit, elle est quand même assez dingue, non? La motivation qui consiste à écrire noir sur blanc en ce qui concerne le Rassemblement national, eh bien que cette interdiction finalement, enfin cette interdiction, cette inéligibilité est justifiée parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une atteinte à l'ordre public démocratique, mais surtout, ça je le dis pour l'avocate que je suis, parce que vous avez plaidé la relaxe, ce qui signifie en termes de défense que vous n'avez toujours pas compris qu'il y a un risque de récidive puisque vous n'acceptez pas les faits, vous ne les reconnaissez pas. Et voyez la tautologie. Vous plaidez la relaxe. Vous n'avez donc pas compris que nous ne voulions pas que vous plaidiez la relaxe. Et dès lors, nous considérons qu'il y a un risque de récidive à plaider la relaxe, et c'est pour ça que nous prononçons l'exécution provisoire. C'est abyssal, le chemin parcouru. Il est abyssal. Vous avez bien compris que c'est indépendant de toute opinion politique. Mais en termes de droit de la défense, c'est extraordinaire ce qui se passe. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, si ce n'est pour vous exhorter, puisqu'il s'agit en fait d'une sûreté. L'exécution provisoire, c'est une mesure de sûreté. On nous dit oui, ça garantit l'effectivité, c'est pour garantir, garantir, garantir. Alors, eh bien, nous allons nous opposer à cette idée préconçue que c'est garanti. Voilà. Alors, il faudra être très créatif. De la même manière que lorsqu'on va chez le JLD, vous avez remarqué, pour moi, en tout cas, c'est la plaidoirie la plus difficile. C'est celle où on est le plus comment dire, le plus investi dans la défense, c'est le moment où l'on va créer le plus d'arguments possibles pour contrer la proposition, qui n'en est pas une, du procureur de la République. Par conséquent, en ce qui concerne l'exécution provisoire, c'est une modalité d'exécution de la peine. Oui, c'est surtout une peine, si je puis dire. Et donc, il va falloir aller chercher tous les arguments d'une part, mais aussi toutes les possibilités qui pourrait juguler cette exécution provisoire, connaître sur le bout des doigts l'ensemble des peines qui pourraient s'y substituer, proposer, pourquoi pas, une exécution provisoire partielle, pourquoi pas, être créatif et dire, voilà, pourquoi vous n'allez pas le faire? Parce que c'est déjà dans la tête des juges que c'est quasiment systématique et qu'on peut le faire pour tout,
parce que le législateur n'a pas été vigilant et que par strate et que par article et code différés, il a ajouté de ci, de là l'exécution provisoire. Vous savez, je pense que les magistrats, notamment dans l'affaire de Nicolas Sarkozy, ils ont travaillé avec des mots-clés. Hein. Ils ont dit, alors voilà, alors là, on a ça, on a ça. Est-ce qu'il y a de l'exécution provisoire possible? Oui, ok, eh ben on le fait. Voilà. Donc c'est à nous d'aller chercher ce résultat. C'est à nous d'être des bons pénalistes au sens de la peine, parce que je rappelle que ce que nous faisons, certes, c'est romantique, mais je le disais ce matin à travers le propos de François Saint-Pierre, je pense que l'ère du romantisme est totalement révolue. À 95%, ils pensent que nos clients sont coupables. À 95%, ils vont l'habiller, cette culpabilité. J'entendais ce matin quelqu'un, je crois que c'est le procureur, dire on évacue la culpabilité. J'aime ce mot évacuer. On l'évacue, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à limiter la casse, à connaître encore une fois ce que l'on peut proposer, parce que l'imagination des procureurs est assez limitée. Eh bien, nous, on peut reprendre la main en allant dans le débat contradictoire, puisqu'en plus, ce matin, il a été scellé dans le marbre, gravé dans le marbre. Eh bien, c'est à nous d'aller chercher avec la force qui est la nôtre la bonne solution, le bon résultat pour le client que nous assistons. Et donc, je pense qu'il y a un avenir malgré tout. Voilà. Bon, merci Sophie. C'est vraiment beau un avocat parce que tu es en train de me faire douter. Alors, est-ce que il y a des questions et est-ce que si Louise Richet est là, elle peut me venir en aide? J'ai l'impression que les questions des internautes sont bloquées sur un précédent chapitre ou plus exactement que je ne sais pas les faire défiler. Merci Louise. Est-ce que vous avez des questions, mademoiselle? Merci pour vos brillantes interventions qui sont très, très pertinentes et captivantes. Alors, ma question est celle de savoir si je vais pas dire par hasard, mais est-ce que le législateur, ou par l'évolution de la jurisprudence, aurait prévu une délimitation temporelle dans l'effectivité de l'exécution provisoire, comme il en est pour la détention? Alors, à mon avis, c'est Merci. une question qui s'adresse prioritairement à Sophie Obadia, puisque tu viens d'en parler, et puis peut-être derrière C'est-à-dire l'opinion du concrètement, professeur Rebu. sur quelle durée? Est-ce qu'il y aurait Est-ce qu'il y aurait une délimitation temporelle pour l'effectivité de l'exécution, une durée précise? Oui, oui, de la même manière, enfin, sauf erreur de ma part, de la même manière que pour un sursis ou un sursis probatoire, on peut fixer à 1 an, 2 ans, 5 ans. Après, je pense pas qu'on puisse dépasser 7 ans ou 10 ans, mais je l'ai jamais vu. Ah si, pardon, je l'ai vu, 10 ans. 10 ans. À mon avis, c'est 10 ans. On peut aller sur des peines accessoires, par exemple. L'inéligibilité, à une époque, c'était 10 ans, et je pense que c'est toujours 10 ans. Mais je peux me tromper, monsieur le professeur, hein? Et c'est pas pendant la durée de l'appel aussi, là, C'est bien votre question. En fait, je me demande parce que Ouais, j'ai une ambiguïté. possibilité d'appel, Je pense Ah, plus sur voilà, dans ce contexte, est-ce que ce serait possible d'incarcérer le prévenu sur une longue durée pendant que l'appel s'effectue? alors c'est 4 mois plus 4 mois. C'est 8 mois maximum. Normalement, c'est 4 mois. Je pensais à Nicolas Sarkozy. Quand il a été incarcéré, heu, on entendait 2 mois maximum. Non, en fait, c'était 4 mois et pour des raisons exceptionnelles, le tribunal pouvait motiver et renouveler pour une durée de prorogée pour 4 mois supplémentaires. Donc c'est 8 mois. Oui, merci vraiment. Très agréable de vous écouter sur ce sujet. Très stimulant. Il faut bien à la veille du week-end. Très, très agréable de vous écouter sur ce sujet. C'est très stimulant. Ça fait naître des idées. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ce que vous évoquiez suite à la décision du Conseil constitutionnel, monsieur le professeur. Donc, il est prévu la nécessité d'un débat contradictoire. Très bien. Mais quid s'il n'a pas existé? Quelle sanction? Parce qu'on se retrouve en appel. S'il y a une incarcération, tu l'as dit, c'est 4 ou plus 4. Bon, donc au bout de 8 mois, on se retrouve, enfin, a priori en appel. Et là, certes, on va, l'appelant pourra crier du fond de sa prison,
c'est scandaleux. On n'a pas débattu contradictoirement, mais on va se retrouver et l'appel en cours d'appel, eh bien, soit la, la Cour confirmera ou infirmera. Vous voyez, la sanction finalement du défaut du débat contradictoire n'est pas. Si bien que je me demande si l'autre solution ne serait pas aussi nécessaire, à savoir que vous avez évoqué, c'est-à-dire la possibilité de saisine d'un JLD ou un premier président. Tu as raison, puisqu'on est devant la Tout à Cour. fait, donc je crois que vous avez raison, parce que c'est vrai que, alors bon, comme je le redis, hein, ce matin, c'est une décision sur des sanctions alternatives. Je pense qu'on peut généraliser, hein, mais avec toujours les limites dans ce domaine qu'on peut avoir par rapport à en fait, à ces interprétations, parce que la décision, elle est rendue sur les articles, sur les peines alternatives. Lisant, je pense que ça va au-delà, c'est-à-dire que la nécessité de débat contradictoire vaut également pour la peine d'emprisonnement faisant l'objet d'un mandat de dépôt effet différé. Alors si, de toute façon, le problème, et ce sera le cas dans les deux hypothèses, évidemment plus grave pour celui qui fait l'objet d'une privation de liberté par rapport à une privation de droit, c'est certain que si on avait un prononcé sans débat contradictoire, aujourd'hui, bon, est-ce que oui, mais alors est-ce que dans ces cas-là, je dirais, il faut une juridiction qui puisse contester, sauf à aller devant le parquet et lui dire, ah bah vous pouvez pas exécuter une peine pareille, quoi. Je sais pas dans quelle mesure le parquet pourrait prendre cette responsabilité, mais puisque prenons le mandat de dépôt effet différé qui donne lieu à un rendez-vous avec le parquet, ah, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un cas comme si celui-ci devait se produire, et sous réserve encore une fois que cette exigence de débat contradictoire puisse être étendue, ce que je pense, mais je prends quand même des précautions, puisse être étendue à l'emprisonnement assorti d'un débat contradictoire, à mon avis, il faut que l'avocat dise, bah, regardez, c'est complètement inconstitutionnel, mais c'est vrai qu'on n'a pas de référé constitutionnel, on n'a pas Ouais. de... Alors, si tu permets, Didier, moi, je m'interroge, je trouve ça intéressant, mais à mon avis, le procureur, il va se contenter de dire, mais vous êtes bien aimable, mais c'est en amont qu'il fallait C'est avoir trop ce tard. débat. Moi, je suis là pour exécuter l'exécution provisoire. Je suis pas là pour l'apprécier. Donc déjà, je vous fais la grâce de vous proposer deux dates. Vous choisissez laquelle des deux vous voulez. Me demandez pas de revenir sur le fait que j'ai autorité pour incarcérer. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que il y a une voie qui n'a, à ma connaissance, pas été explorée. C'est aller devant le premier président, et contrairement à ce que dit un de nos confrères, ça ne s'est jamais fait. euh, Aller devant le premier président et dire voilà, vous l'acceptez en matière civile, un type qui est interdit de gérer, bah, il peut venir contester l'exécution provisoire. Et le président va nous déclarer irrecevable si on arrive en soutenant ça, dans cette matière d'exécution provisoire. Et c'est de déposer une QPC sur l'irrecevabilité que nous soulève le premier président. Et ça, à mon avis, je serais curieux de savoir ce que ça produirait au Conseil constitutionnel et la motivation qui permettrait peut-être au Conseil constitutionnel de compléter et aller plus avant que la décision que vous avez eu l'amabilité de nous commenter. Et j'ajoute par analogie, Carmon, que quand on saisit le premier président en matière civile pour faire cesser l'exécution provisoire d'une première décision, il faut arguer du fait que ça met en péril celui qui en est frappé. Son activité économique, sa fortune personnelle, et ça peut être aussi pour des raisons vraiment très très terre à terre au moment T. S'il doit exécuter la décision financièrement, il ne pourra pas. Donc, il sollicite comme une grâce auprès du premier président. Donc, évidemment, en matière d'exécution provisoire pénale, il est clair que la situation peut être dramatique, mais d'ores et déjà, le législateur l'a un peu mesuré, par exemple, pour les violences conjugales, en disant l'exécution provisoire est quasiment automatique, nonobstant les dégâts qu'elle peut faire dans une famille où on doit quitter le domicile et trouver un logement dans la nuit. Donc, c'est un peu sur ce terrain qu'il faudra aller, c'est-à-dire la proportionnalité, l'étendue vraiment des conséquences de l'exécution provisoire, mais je ne sais pas comment la science pénale pourra l'accueillir, puisque effectivement, si le débat contradictoire a déjà eu lieu en première instance, il a été bien encadré, comment venir en demander la suspension en appel?
Alors, j'ai une question pour vous d'un internaute, cher Didier. Dans quelles conditions le juge peut-il écarter l'exécution provisoire d'une décision et quels sont les effets de cette mesure sur les parties? Le, Ah ben, aujourd'hui, la seule condition pour écarter l'exécution provisoire, ça concerne lorsque l'individu est incarcéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a bien dit, pour les autres peines, les privations de liberté, il n'y a pas de recours. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que Madame Le Pen, elle est inéligible jusqu'en appel. Les autres peines, des privations de droit, etc., qui peuvent faire l'objet d'une condition d'une exécution provisoire, c'est pas possible. Aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas le seul recours possible, on l'a vu in concreto dans l'affaire concernant M. Nicolas Sarkozy, c'est la demande de mise en liberté une fois qu'il est incarcéré, parce que là, avec l'appel, il est à nouveau présumé innocent, et il se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, déjuré et non pas de facto, en détention provisoire. C'est-à-dire qu'il est passé de l'exécution de la peine à la détention provisoire du seul fait de son appel. Mais l'appel ne pouvant pas être déposé, enfin, sur la mise en liberté, il ne pouvait pas faire de demande tant qu'il n'était pas incarcéré, il fallait attendre l'incarcération. Voilà, et étant rappelé ici que la réforme de 2016 qui oblige à motiver si on n'ordonne pas l'exécution provisoire ne pouvait pas concerner les affaires Le Pen et Sarkozy puisque les faits étaient antérieurs à cette réforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une courte question. Maître Obadia, vous expliquiez que vous déploriez le risque que pose l'exécution provisoire à l'égard du principe de double juridiction. Et donc, je me demandais simplement si si vous deux aussi, maître de thèse ou monsieur le professeur, si vous voyez des possibles garanties qui peuvent être mises en place pour garantir ce principe de double juridiction. Lors de vos présentations, ça me faisait penser au référé, au juge du référé en civil et en matière administrative, où les ordonnances peuvent de facto être la décision finale. Et donc je me demandais si, à l'image de ces référés-là, on ne pourrait pas imaginer une obligation, ne serait-ce qu'au procureur ou au parti, de faire appel à l'image de l'obligation d'introduire une instance au fond dans ces matières. Bon, en tout cas, vous touchez à la question du temps judiciaire. Effectivement, quand je parlais de Nicolas Bedos qui a dû renoncer à son appel parce qu'il avait déjà exécuté, c'est parce que l'appel, d'autant qu'il était libre, était audiencé tardivement. Donc c'est le calendrier qui interroge toujours, hein, ça sera toujours la question centrale du droit pénal. Est-ce que dès lors que quelqu'un est condamné avec une exécution provisoire, est-ce que c'est une condamnation à de la prison? Est-ce que c'est une condamnation à de l'inéligibilité? Dès lors qu'il y a la mention exécution provisoire, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que l'appel soit examiné dans un délai rapide prévu par les textes? On peut l'imaginer, ça n'arrivera pas dans la réalité. Donc voilà. Pour des questions de moyens ou de volonté de ne pas... Non, d'organisation. D'organisation. Ah, et les deux peut-être. Mais le paravent de l'organisation sera avancé prioritairement. Pas par le CNB ou l'Association française de droit pénal. Par là. J'ai vu une autre main. Pardon. Oui, bonjour. Je ne vais pas paraître contestataire, mais mon esprit d'étudiant avait remarqué que début mars, enfin même le 28 mars 2025, le Conseil avait aussi pris une décision sur l'exécution provisoire. C'était aussi sur la question de l'article Bien sûr. 471, et je crois que la décision ce matin, je n'ai pas encore le temps de lire, statuait également sur la question de l'article 471, et elle avait déjà indiqué que donc elle avait validé l'exécution provisoire avec une réserve d'interprétation et avait indiqué donc qu'il fallait un débat contradictoire, c'est le considérant 16 et 17, pour pouvoir préserver le caractère proportionné de l'atteinte. Donc déjà c'est marrant parce que donc elle précise bien que c'est une atteinte et donc voilà préserver l'exercice du mandat en cours parce qu'en plus c'était sur une question d'un mandat d'un élu en outre-mer, je crois de mémoire. Et donc ma question c'est de savoir si la décision de ce matin c'est vraiment un apport, c'est vraiment quelque chose qui vient en plus, ou peut-être qui vient élargir ce que le Conseil a déjà indiqué en mars 2025, ou est-ce que c'est une forme de redite qui fait peut-être toujours plaisir à entendre à quelques mois peut-être d'une nouvelle décision sur les affaires que vous avez mentionnées? Alors en fait, c'est vrai que la décision précédente,
avait cette spécificité de porter sur les mandats. Donc c'est quelque chose qui est très particulier, notamment donc concernant les élus. Et il y avait l'idée quand même qu'il y a par rapport à des enjeux de la liberté de l'électeur, etc., qui sont spécifiques à cette question-là et qu'on ne retrouvait pas nécessairement dans les autres domaines. Donc je pense que la décision de ce matin, ce qu'elle apporte, c'est vrai qu'elle confirme, mais elle élargit sur quelque chose où on n'était pas du tout sûr que ça pouvait être le cas. Voilà, c'est mon avis. Merci. Euh, D'autres observations, questions? Je vous en prie. Euh, Est-ce que la durée de l'exécution provisoire est imputée sur la décision finale en cas de peine En privative de cas de liberté? condamnation? Ouais, en cas de Ouais, condamnation. oui. Ok. Pourquoi? Parce que ça devient de la détention préventive. Eh bien, je ne peux conclure sans remercier bien vivement l'Association française de droit pénal. Merci. Merci, cher Mathieu Bossavi. Merci à vous, Madame la secrétaire générale. Et puis, merci mille fois à nos deux intervenants. J'étais ravi d'être à vos côtés.